Je lisse la nappe en lin sur ma table de salle à manger, ajustant les coins jusqu'à ce qu'ils pendent avec une symétrie parfaite. Les fleurs complètent l'illusion. Cet appartement d'une chambre, avec son décor de bon goût mais impersonnel, remplit bien sa fonction, une mise en scène pour les visites occasionnelles de ma mère. Rien de plus. Mon téléphone vibre. Le nom d'Adriane apparaît sur l'écran, envoyant une vague de chaleur en moi. Je réponds avec un sourire dans la voix. Salut, je suis en train de finir ici. Je devrais arriver dans environ 1 heure. La respiration d'Adriane est irrégulière, précipitée. Nicole, nous avons un problème. Sa voix tombe presque à un murmure. Oliver vient d'appeler ta mère. Le vase glisse de mes doigts et s'écrase sur le sol. L'eau forme une flaque à mes pieds, s'infiltrant dans mes chaussettes tandis que des éclats de cristal scintillent sur le parquet. Mon cœur martèle contre mes côtes, un oiseau piégé luttant pour s'échapper. Quoi? Ma voix sort faible, étranglée. J'étais dans la salle de bain. Il a trouvé ton téléphone sur le comptoir et a fait défiler jusqu'à Mamie Vivian. Ils ont parlé pendant près de 10 minutes avant que je ne m'en rende compte. 6 années de tromperie soigneuse défilent devant mes yeux. 6 années à maintenir des adresses séparées, des vies séparées. 6 années à trouver des excuses pour lesquelles Adriane ne pouvait pas se joindre à moi pour les dîners de fête dans le Connecticut. Pourquoi je n'ai jamais ramené d'amis à la maison? Tout cela potentiellement démêlé par un enfant de 5 ans curieux qui ne comprenait pas pourquoi sa grand-mère vivait dans le téléphone de sa mère, mais nulle part ailleurs dans sa vie. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ma voix se raffermit alors que le choc cède la place au calcul. S'il te plaît, dis-moi qu'il n'a pas mentionné notre maison. Je ne sais pas. Quand je l'ai trouvé, il lui parlait de sa collection de dinosaures et de son nouveau tutu. J'ai pris le téléphone, mais elle avait déjà raccroché. J'essaie d'appeler ma mère immédiatement. Directement sur la messagerie vocale. Le neutro familier se forme dans mon estomac, la même sensation que j'ai ressentie lorsqu'elle a systématiquement démantelé ma relation avec James à l'université. Des appels hebdomadaires remettant en question son ambition. Des visites surprises quand elle savait que nous serions seuls. Des commentaires subtils sur les attentes familiales jusqu'à ce qu'ils finissent par partir, convaincus qu'ils ne seraient jamais assez bien. Le jour où j'ai rencontré Adriane à la collecte de fonds du musée est en contraste frappant. Ses yeux gentils. Son intérêt sincère pour mon travail dans l'organisation à but non lucratif. Je me souviens avoir décidé, juste là, entre les tables de vente aux enchères silencieuses et la fontaine de champagne, que je ne laisserais jamais ma mère s'approcher de lui. Que je construirais une forteresse autour de ce qui comptait le plus. 6 ans de dissimulation, je murmure. Parti en un appel de 10 minutes. Je raccroche avec Adriane et compose immédiatement le numéro de Rebecca, la seule personne au travail qui connaît la vérité sur ma double vie. Sa voix répond à la 2e sonnerie. Rebecca, j'ai besoin que tu ailles à ma vraie maison et que tu préviennes Adriane. Ma mère pourrait s'y diriger. Les mots sortent en cascade alors que j'arpente l'appartement, le verre craquant sous mes chaussures. Nicole, calme-toi. Que s'est-il passé? Oliver a appelé ma mère. Elle sait pour lui maintenant, et peut-être pour Adriane. J'ai besoin que tu y ailles. Assure-toi qu'ils vont bien. Je rentre à la maison dès que j'aurai nettoyé ce désordre. La voix de Rebecca passe de la confusion à l'urgence. Nicole, ta mère a appelé le bureau il y a environ 20 minutes. Elle a demandé ton adresse personnelle. Elle a dit que c'était une urgence familiale. La pièce tourne brièvement. Ma vie si soigneusement construite. Les murs entre mon passé et mon présent. Tout ce que j'ai bâti pour protéger ce qui compte. Tout cela ne tient qu'à un fil. Vivian Harrington a des ressources, des relations, une vie entière à manipuler les situations pour qu'elles correspondent à sa vision de ce que ma vie devrait être. Et maintenant, elle a des informations. Tu la lui as données? Ma voix sonne creuse à mes propres oreilles. Bien sûr que non. Je lui ai dit que je devais d'abord vérifier avec toi. Rebecca fait une pause. Nicole, peut-être qu'il est temps d'arrêter de fuir. Je raccroche sans répondre et saisis mon sac à main, laissant le vase brisé là où il est tombé. Le trajet jusqu'à ma vraie maison, la maison de style craftsman des années 1920 avec la porte bleue et les jardinières qu'Adriane a construites l'été dernier, prend 20 minutes qui semblent durer 20 heures. À chaque kilomètre, je répète des explications, des défenses, des moyens de garder le contrôle d'une situation qui m'échappe rapidement. Quand je me gare dans l'allée,
Adrian est déjà sur le seuil, Oliver à ses côtés. Notre fils porte son t-shirt de dinosaure préféré assorti d'un tutu vert vif, ses boucles sombres dressées dans toutes les directions. Le visage d'Adrian porte l'expression tendue et inquiète que je n'ai vue qu'une poignée de fois dans notre mariage. Il demande quand mamie Vivian vient lui rendre visite, dit doucement Adrian alors que j'approche. Il est impatient de lui montrer sa chambre. Oliver sautille sur la pointe des pieds. Elle est là? Elle est là maintenant? Je lui ai parlé de mes dinosaures et de mon tutu et de mon lit de grand garçon. Je m'agenouille à sa hauteur, lissant ses cheveux en bataille. Pas encore, mon grand, mais elle pourrait arriver bientôt. Par-dessus sa tête, Adrian et moi échangeons un regard qui contient des années de compréhension tacite. C'est notre maison, remplie de photos de famille que nous n'avons jamais exposées lors des rassemblements de fêtes, avec la vie que nous avons construite loin de l'œil critique de ma mère. J'ai un choix à faire, continuer à me cacher ou tenir bon ici, à l'endroit qui compte. Quoi qu'il arrive, dit Adrian en prenant ma main, nous y ferons face ensemble. C'est notre maison. Je hoche la tête, sentant un étrange sentiment de calme remplacer la panique. J'ai passé des années à fuir. Peut-être qu'il est temps d'arrêter. Les mots ont à peine quitté mes lèvres que le ronronnement distinctif d'un moteur de voiture de luxe brise le calme de notre rue. Je me redresse, tenant toujours la main d'Adrian, alors qu'une élégante Mercedes noire se gare doucement dans notre allée. Les talons de Vivian Harrington cliquent précisément sur notre allée, un métronome marquant la fin de ma mascarade de 6 ans. À travers la fenêtre du salon, je la regarde s'arrêter pour évaluer notre maison, ses yeux calculant la valeur de tout, de la lampe de Porsche en laiton au modeste parterre de fleurs qu'Adrian a planté au printemps dernier. Respire, murmure Adrian, sa main trouvant la mienne. Nous allons gérer ça ensemble. Oliver sautille sur la pointe des pieds, ignorant l'orage qui s'apprête à éclater sur notre vie si soigneusement construite. Mamie est là maintenant? Je peux lui montrer ma chambre? Je lui ai parlé de ma collection de dinosaures. La sonnette retentit, un unique carillon qui résonne dans ma poitrine comme une cloche d'alarme. Adrian serre une dernière fois mes doigts avant de reculer, me permettant d'affronter ce moment seul. J'ouvre la porte, croisant le regard de ma mère directement pour la première fois depuis des années sans le bouclier de notre appartement de façade entre nous. Nicole. Sa voix ne porte aucune chaleur, juste une prononciation précise et un jugement à peine dissimulé. Je vois que je t'ai enfin trouvé. Elle entre sans attendre d'invitation, son regard balayant notre entrée, cataloguant chaque détail, les photos de famille que je n'ai jamais exposées lors de nos rassemblements de fête. Les livres pour enfants empilés sur le banc du couloir, les petites bottes de pluie d'Oliver alignées à côté des nôtres. Mamie. Oliver se lance en avant. Mon cœur se serre alors que Vivian se raidit, puis lui tapote maladroitement la tête. Bonjour. Oliver, c'est ça? Ses yeux se tournent vers moi, l'accusation claire dans leur profondeur bleue. J'ai fait chercher des enquêteurs sur la côte et pendant des années, sans jamais imaginer que tu serais ici, dans un quartier modeste. Le mot modeste tombe de ses lèvres comme quelque chose de désagréable. Je la conduis vers notre salon, où la lumière de l'après-midi entre à flot par les fenêtres qu'Adrian a restaurées l'été dernier. Tu me caches un mari et un enfant depuis combien de temps exactement? Son regard se fixe sur la photo de mariage sur notre cheminée. 6 ans de mariage? Et l'enfant semble avoir environ 5 ans. Il s'appelle Oliver, dis-je, trouvant de la force en prononçant son nom. Et oui, Adrian et moi sommes mariés depuis 6 ans. Les doigts de Vivian effleurent les dos de nos livres, les examinant comme des artefacts archéologiques. Et cet Adrian, que fait-il exactement qui a nécessité une tromperie aussi élaborée? Adrian s'avance, professionnel, malgré ses vêtements du week-end. Je suis ingénieur logiciel pour une entreprise de technologie à but non lucratif. Je vois. Son ton implique qu'elle voit tout. Comment j'ai rejeté la carrière en droit des sociétés qu'elle avait prévue. Comment j'ai choisi une vie qui privilégie le bonheur au statut. Et tu pensais que c'était quelque chose à cacher. Tu m'en as donné la raison, je réponds, des souvenirs de James, mon petit ami de l'université, me revenant en mémoire, et comment elle a méthodiquement détruit notre relation avec des appels hebdomadaires, remettant en question son ambition jusqu'à ce qu'il finisse par partir. Oliver tire sur ma main. Maman, je peux montrer à mamie mes dinosaures maintenant? Et mon tutu? J'avale difficilement. Dans une minute, mon grand. Les sourcils de Vivian se haussent. Un tutu? Pour le cours de danse,
explique Adrian, sa voix calme contrebalançant la tension. Il adore ça. Je vois que tu lui as enseigné de larges centres d'intérêt. Un autre jugement enveloppé dans des mots neutres. Elle observe à nouveau notre salon. Toutes ces années, Nicole. Des photos de famille cachées, apprenant à un enfant à ne jamais mentionner sa grand-mère à l'école maternelle, j'imagine. L'accusation fait mouche, nous avions en effet soigneusement appris à Oliver à ne pas mentionner Mamie Vivian à ses professeurs ou à ses amis. L'ampleur de notre tromperie me semble soudainement écrasante lorsqu'elle se reflète dans ses yeux. Tu as gâché ton potentiel pour cette vie ordinaire, poursuit-elle, chaque mot aussi précis qu'un scalpel. Ton père serait déçu. Un étrange changement s'opère en moi alors que je vois ma maison, ma vraie maison bien-aimée, à travers ses yeux critiques. Les boiseries artisanales qu'Adrian a restaurées à la main. Les œuvres d'art colorées des enfants, encadrées aussi fièrement que des pièces de musée. Le canapé usé où nous lisons des histoires tous les soirs. Pendant des années, j'avais meublé cet appartement stérile avec des pièces parfaites et chères, choisies spécifiquement pour obtenir son approbation. J'avais arrangé des fleurs et sélectionné du vin avec un soin extrême avant ses visites. Tout cela pour chercher une validation que je n'ai jamais reçue. Tu as tort, dis-je, les mots sortant plus fort que je ne l'aurais cru. Papa aurait adoré cet endroit. Il aurait adoré Adrian et Oliver. La bouche de Vivian se resserre en une ligne fine. Maman, c'est ma maison, ma vraie maison, avec ma famille. Quelque chose bouge en moi, une plaque tectonique de peur qui cède la place à un sol solide. Je ne me cache plus. Ses yeux se plissent, calculant son prochain coup. Le nom Harrington signifie quelque chose dans le Connecticut, Nicole. Que dira le conseil d'administration de la fondation quand ils apprendront que ma fille mène cette double vie? Voilà sa véritable préoccupation. Pas mon bonheur, mais sa position sociale. Je me fiche de ce qu'ils diront, je réponds, même si une partie de moi s'en soucie encore. C'est la vie que j'ai choisie. Le fonds en fiducie de ton père était destiné à une vie convenable, pas à ça, dit-elle en désignant notre maison d'un geste dédaigneux. Je vais devoir parler aux avocats de la famille des conditions. La menace plane dans l'air, sa volonté d'utiliser le levier financier, prouvant à quel point elle reste dangereuse. Mais je réalise aussi quelque chose de crucial, l'héritage de papa n'était pas seulement de l'argent. C'était la liberté du contrôle de Vivian, une chance de construire une vie basée sur l'amour plutôt que sur les apparences. Avant que je puisse répondre, Oliver fait irruption dans la pièce, serrant un ours en peluche en lambeaux auquel il manque un œil. Il s'approche prudemment de Vivian, tendant son offrande. C'est Monsieur Haricot. Il m'aide quand j'ai peur. Il tend l'ours vers ma mère, dont les mains restent fermement le long de son corps. Tu peux le tenir si tu veux. Quelque chose vacille sur le visage de Vivian de la surprise, peut-être même un moment d'émotion sincère avant que son masque ne revienne. Adrian s'avance, sa posture détendue mais déterminée. Madame Harrington, nous avons construit une belle vie ici. Nicole a fait un travail incroyable dans son organisation à but non lucratif. Oliver s'épanouit à son école maternelle. Sa voix porte une autorité tranquille. Vous êtes la bienvenue pour faire partie de cette vie, mais à nos conditions. Le regard de Vivian passe d'Adrian à moi, puis à Oliver, qui tend toujours son ours avec un espoir inébranlable. Je vois que j'ai beaucoup à considérer, dit-elle finalement, ignorant l'ours en peluche, et apparemment un petit-fils à connaître. À ce moment-là, je comprends quelque chose de profond. Ce n'est pas seulement ma bataille. Adrian se tient à mes côtés, fort et inébranlable. Oliver, dans son innocence, offre la connexion plutôt que la peur. Même Rebecca m'avait prévenu, me donnant le temps de me préparer. Je n'ai pas à affronter cela seul. Pendant 6 ans, j'ai cru que le secret protégeait ce qui comptait le plus. Maintenant, je vois comment il nous a limités à la place, Adrian refusant des promotions qui auraient pu exposer notre mariage. Oliver, incapable de parler librement de sa famille, ma propre carrière limitée par la nécessité de maintenir le mensonge. Vous êtes la bienvenue pour dîner, j'offre. Non par obligation, mais par une force nouvelle, si vous souhaitez savoir qui nous sommes vraiment. Vivian hésite, calculant les implications sociales de l'acceptation par rapport à la retraite. Peut-être que ce serait instructif, dit-elle finalement. Oliver rayonne, glissant Monsieur Haricot sous son bras. Je peux te montrer mes dinosaures après le dîner, mamie. J'en ai 17 et demi.
Celui qui est à moitié s'est fait écraser, mais papa a réparé sa queue. Alors que mon fils conduit ma mère vers notre cuisine, bavardant sur sa collection, j'échange un regard avec Adriane. Ce n'est que le début d'une longue bataille, mais pour la première fois, je ne me bats pas depuis une position de secret et de peur. Je suis dans ma vérité, dans ma maison, avec ma famille à mes côtés. Je me réveille avant l'aube, mon esprit tourbillonnant après la confrontation d'hier. La maison est calme, à l'exception de la respiration douce d'Adriane à côté de moi. Un plan se forme alors que je me glisse hors du lit. Dans le placard du couloir, je récupère une boîte en carton poussiéreuse remplie des papiers de mon père, des documents que j'ai emportés avec moi en fuyant le Connecticut il y a 6 ans. J'ai évité de les regarder, craignant les souvenirs qu'ils pourraient raviver, mais maintenant j'ai besoin de munitions. À la table de la cuisine, alors que la pâle lumière du matin filtre à travers les fenêtres, je trie des lettres jaunies, de vieilles photographies et des documents juridiques. 3 tasses de café plus tard, mes doigts se referment sur une épaisse enveloppe Kraft marquée « Fiducie, Richard Harrington ». Nicole ? La voix d'Adriane me surprend. Il se tient dans l'embrasure de la porte, les cheveux ébouriffés par le sommeil. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Mes mains tremblent alors que j'extrais les papiers jaunis de l'enveloppe. Adriane tire une chaise à côté de moi, son épaule effleurant la mienne alors qu'il se penche. Ensemble, nous lisons le jargon juridique, chaque page tournant plus vite que la précédente jusqu'à ce que je trouve la clause que je cherche. C'est irrévocable, je murmure, le cœur battant contre mes côtes. La fiducie que mon père a créée. Une fois financée, personne ne peut en changer les termes. Je lève les yeux vers Adriane, un rire bouillonnant dans ma gorge. Elle bluffe sur le contrôle financier depuis des années. Adriane serre ma main. Elle n'a aucun levier juridique sur toi. Aucun. Une étrange sensation me traverse, le goût inconnu du pouvoir. L'argent est à moi, entièrement, depuis mon 25e anniversaire. Vers 7 heures ce matin-là, je saisis le téléphone avant de pouvoir douter de moi-même et compose un numéro que je connais depuis l'enfance. Margaret ? C'est Nicole Harrington. Margaret Wheeler est l'amie la plus proche de ma mère depuis des décennies, une femme perspicace aux yeux gentils qui me glissait toujours des biscuits supplémentaires lors des réceptions dans le jardin. Nicole ? Quelle belle surprise. Sa voix a la cadence chaleureuse de la côte du Connecticut. Ta mère a mentionné qu'elle t'avait trouvé. Je parie qu'elle l'a fait, dis-je en arpentant le sol de la cuisine. Qu'est-ce qu'elle raconte exactement aux gens sur moi depuis toutes ces années ? L'hésitation de Margaret en dit long. Elle parle assez souvent de ta carrière prestigieuse, du travail de la fondation, des récompenses. Une autre pause. Elle ne mentionne jamais ta vie personnelle. La révélation me frappe comme un coup physique. La position sociale de ma mère repose sur mon succès perçu, un succès dont elle peut s'attribuer une partie du mérite auprès de ses amis. Un mariage qu'elle n'approuve pas et un petit-fils qu'elle n'a jamais reconnu perturberaient ce récit soigneusement construit. Merci, Margaret. Les prémices d'une stratégie se forment dans mon esprit. J'aurais peut-être besoin de ton aide. Après avoir raccroché, je me tourne vers Adriane. Invitons-la à déjeuner. Ici, dans notre maison. 1 heure plus tard, alors qu'Oliver dort encore à l'étage, ma mère arrive ponctuellement à 8 heures. Elle est parfaitement composée dans un tailleur-pantalon, son expression gardée alors qu'elle prend le siège que je lui offre à notre table de cuisine. La lumière du soleil entre à flot par les fenêtres, illuminant les photos de famille sur nos murs, preuve de la vie que j'ai construite sans son approbation. J'ai lu les documents de la fiducie de papa, dis-je sans préambule, en faisant glisser les papiers sur la table. Tu n'as rien à dire sur mon héritage. Le vacillement dans ses yeux confirme ce que je sais déjà, elle bluffe. Un instant, sa main parfaitement manucurée tremble légèrement avant qu'elle ne reprenne le contrôle. Ça n'a jamais été ma principale préoccupation, dit-elle, mais sa voix manque de son assurance habituelle. Je ne me suis pas caché parce que j'avais honte, je continue, me surprenant par la fermeté de ma voix. Je me suis caché parce que je savais que tu essaierais de détruire ce que j'ai construit, tout comme tu l'as fait avec James à l'université. Ses lèvres se pressent en une ligne fine. Je voulais seulement ce qu'il y avait de mieux. Tu voulais ce qui correspondait à ta vision, j'interromps. Tu as appelé son appartement tous les soirs jusqu'à ce qu'il change de numéro. Tu as dit à sa mère qu'il n'était pas assez bien pour une Harrington. Tu l'as fait croire qu'il ne serait jamais à la hauteur. Adriane se tient tranquillement près du comptoir de la cuisine,
témoin de ma force sans interférer. Le soutien de sa présence me donne le courage de continuer. Tu n'as aucun contrôle financier sur moi, dis-je, chaque mot délibéré. Et tu n'as rien à dire sur la façon dont je vis ma vie ou j'élève mon fils. Pour peut-être la première fois de ma vie d'adulte, je vois de l'incertitude dans les yeux de ma mère. L'immaculé Vivian Harrington, momentanément à court de mots. Le silence s'étire entre nous, lourd de décennies de tension tacite. Le bruit de petits pieds sur les escaliers brise le moment. Oliver apparaît en pyjama de dinosaure, se frottant les yeux. « Bonjour tout le monde », annonce-t-il, avec l'assurance que seul un enfant de 5 ans peut avoir. Il grimpe sur mes genoux sans hésitation, regardant sa grand-mère avec une curiosité non dissimulée. « Tu as déjà vu mes dinosaures, mamie Vivian ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Adrian se dirige vers la cafetière. « Plus de café, Vivian, propose-t-il, son ton neutre mais chaleureux. Elle hoche la tête, apparemment reconnaissante de l'interruption. « Oui, merci. » Alors qu'Adrian verse le café, mon téléphone vibre sur le comptoir. Je vérifie l'écran. Le nom de Margaret clignote. Je réponds en haut-parleur. « Nicole, ma chérie ?» La voix de Margaret remplit la cuisine. « Je voulais juste vérifier si Vivian était bien arrivée chez toi. Nous étions toutes si excitées au club quand elle a mentionné qu'elle t'avait trouvé, toi et ta charmante famille. » Je croise le regard de ma mère de l'autre côté de la table. Le moment calculé de l'appel de Margaret ne nous échappe à aucune de nous deux. « Oui, elle est juste là », je réponds. « Veux-tu lui parler ?» Alors que je tends le téléphone à ma mère, quelque chose change dans son expression soigneusement composée, le début d'une fissure dans sa façade sociale. Pour la première fois, je ne me bats pas seul contre elle. J'ai des alliés, des ressources et, surtout, la vérité. Elle prend le téléphone, passant instantanément à sa voix sociale. Margaret, oui, je prends le petit déjeuner avec Nicole et son. Elle jette un coup d'œil à Oliver, qui lui sourit. Point avec mon petit-fils. Quand elle me rend le téléphone, quelque chose a changé dans son attitude. Le contrôle rigide s'est adouci, ne serait-ce que légèrement. Elle regarde Oliver alors qu'il bavarde sur sa collection de dinosaures, une émotion compliquée se lisant sur son visage. Peut-être, dit-elle après un moment, sa voix soigneusement mesurée, pourrais-je rester un peu plus longtemps pour apprendre à connaître Oliver. Les mots flottent entre nous comme un rameau d'olivier hésitant, pas tout à fait une reddition, mais le premier pas vers quelque chose de différent. Je me demande s'il y a un espoir pour une vraie relation, ou si je nous prépare à plus de douleur. Je regarde Adrian, qui me fait un signe de tête encourageant, puis je reviens à ma mère. Oliver aimerait ça, dis-je finalement. Nous mangeons des crêpes le dimanche. C'est un petit début, mais alors qu'Oliver se lance dans une explication élaborée sur pourquoi les crêpes Terex ont meilleur goût que les crêpes ordinaires, je me permets de ressentir quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des années en ce qui concerne ma mère. La possibilité. 3 jours après les crêpes du dimanche avec ma mère, j'étale des documents sur notre table de cuisine avec une précision méthodique. La lueur de la suspension crée un cercle chaleureux autour des papiers, documents de fiducie, photos de famille et lettres de mon père, organisés en piles soignées. Il est presque minuit. La veilleuse dinosaure d'Oliver projette une douce lueur bleue depuis l'étage, visible à travers le couloir. « Tu y es encore », dit Adrian, posant une tasse de camomille à côté de moi. Sa voix est calme, respectueuse de l'heure tardive et du poids de ce que nous faisons. Je hoche la tête sans lever les yeux, traçant du doigt un paragraphe dans une des lettres de mon père à ma mère. Papa a toujours dit que la plus grande peur de maman était l'insignifiance sociale. Juste ici, il a écrit que son souci des apparences masquait une inquiétude plus profonde d'être oublié, négligé. Adrian s'installe dans la chaise en face de moi, son esprit d'ingénieur logiciel cataloguant clairement les informations alors que ses yeux parcourent le chaos organisé entre nous. Alors, nous analysons ses vulnérabilités sociales maintenant. Nous devons comprendre quel levier elle pourrait encore avoir, dis-je, en attrapant un bloc-notes rempli de notes. La menace financière était son premier coup. Elle en aura d'autres. La victoire que j'avais ressentie en la confrontant à propos de la fiducie s'est estompée, remplacée par un calcul froid. Cette bataille n'était que le début d'une campagne plus longue. Ma mère n'a pas maintenu sa position sociale dans le Connecticut pendant 40 ans sans apprendre à se regrouper après un revers. Je pensais à Oliver, dit Adrian, en rapprochant son ordinateur portable. Si elle est prête à utiliser la pression financière, nous avons aussi besoin de limites claires autour de lui.
Je me masse les tempes, sentant le mal de tête familier de la tension s'installer. D'accord. Un message cohérent est essentiel. Nous lui disons que mamie Vivian l'aime mais vit loin. Pas de promesse de visite sans nous consulter d'abord. Adriane ouvre un nouveau document, les doigts planant au-dessus du clavier. J'ai fait des recherches sur des thérapeutes familiaux spécialisés dans les dynamiques familiales narcissiques, juste au cas où. Je tends la main de l'autre côté de la table et serre la sienne. Il y a 6 ans, j'ai choisi le secret pour nous protéger. Maintenant, nous choisissons la préparation à la place. La distinction est importante. Il y a autre chose, dis-je, en faisant glisser une lettre du bas de ma pile. Margaret a appelé aujourd'hui. L'amie de ta mère? Celle qui a confirmé que Vivian mentait à notre sujet dans le Connecticut? Je hoche la tête. Elle a accepté de me tenir informé du calendrier social de maman. Les réunions du conseil d'administration, les événements caritatifs, les personnes qu'elle influence. Tu lui fais confiance, demande Adriane, son esprit pratique évaluant immédiatement le risque. Plus qu'avant. Elle a semblé vraiment surprise quand je lui ai raconté toute l'histoire. Elle a dit qu'elle se doutait que quelque chose n'allait pas quand maman ne montrait jamais de photos de ses soi-disant visites à Seattle. L'horloge de la cuisine tic-tac doucement pendant que nous travaillons, cartographiant le terrain du monde de ma mère, ses postes au conseil d'administration de Charité, ses relations au country club, l'influence sociale qu'elle manie comme un scalpel. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de comprendre le champ de bataille. Adriane ferme son ordinateur portable à 1h du matin. Nous devrions aller dormir. La planification de la fête d'anniversaire d'Oliver commence demain. La fête d'anniversaire. Un autre point de décision. Invitons-nous ma mère? Créer de nouveaux souvenirs qui l'incluent? Ou maintenir la séparation qui a défini nos vies? 6 ans de dissimulation avaient une simplicité que l'honnêteté n'a pas. Je pense l'inviter à l'anniversaire d'Oliver le mois prochain, dis-je, en rassemblant les papiers dans des dossiers. Pas comme un test, mais comme un premier pas vers ce que deviendra notre nouvelle normalité. Adriane hoche la tête, son expression pensive. Si nous voulons construire quelque chose de différent, nous devons commencer quelque part. Je regarde autour de notre cuisine, les dessins d'enfants aimantés sur le réfrigérateur, les marques de taille au crayon sur le cadre de la porte, la vie que nous avons construite loin de l'influence de ma mère. Pour la première fois, je pense au-delà de la survie à quelque chose de plus complexe. La possibilité d'intégration sans reddition. Mon téléphone vibre avec une notification par email. À cette heure, il est probable que ce soit lié au travail, peut-être le rapport des donateurs que j'attendais. Mais quand je jette un coup d'œil à l'écran, je vois le nom de ma mère. L'objet indique « Gala annuel de la Fondation des Arts du Connecticut, 15 juin ». Je l'ouvre pour trouver une invitation formelle, suivie d'une brève note personnelle, il est temps de te présenter correctement à la société. Adriane observe mon visage, lisant ma réaction. Qu'est-ce que c'est? Je pose le téléphone avec précaution, sentant une oppression familière dans ma poitrine. Elle a changé de tactique. La pression financière n'a pas fonctionné, alors maintenant elle utilise le levier social. Elle veut nous faire parader dans son monde, à ses conditions. L'événement a lieu 3 semaines après la fête d'anniversaire d'Oliver. Elle essaie toujours d'écrire le récit, observe Adriane. Je hoche la tête, une nouvelle détermination s'installant en moi. Elle essaie de me ramener dans son monde. La révélation ne m'effraie pas comme elle l'aurait fait autrefois. Au lieu de cela, elle confirme ce vers quoi notre séance de stratégie de fin de soirée nous a menés. Il ne s'agit pas d'une seule confrontation, mais d'une renégociation fondamentale des limites. Ma mère reste une adversaire redoutable, mais pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne fuis pas ce fait. Je ferme les dossiers et les empile soigneusement. Demain apportera plus de préparation, plus de stratégie. Mais ce soir, je comprends avec une clarté parfaite que la voie à suivre n'est pas d'échapper à l'influence de ma mère. C'est de la transformer. 2 semaines plus tard, après avoir rassemblé plus de preuves et de soutien juridique pour protéger ma famille, je vérifie une dernière fois le calendrier sur mon téléphone, même si j'ai déjà mémorisé chaque détail. 2 semaines avant la fête d'anniversaire sur le thème des dinosaures d'Oliver. 2 semaines pour finaliser chaque élément de notre stratégie. La table de la cuisine est devenue notre salle de guerre. Sur sa surface en chaîne sont étalées des listes d'invités, de fournitures de fête et, surtout, notre approche globale pour gérer ma mère. Adriane est assis en face de moi,
son ordinateur portable ouvert sur un document partagé que nous avons intitulé « Plan de préservation de la famille ». Le gâteau dinosaure est confirmé, dit-il en prenant une note, et j'ai pris des dispositions pour prendre toute cette semaine de congé, aucune chance que des urgences de dernière minute ne m'éloignent. Je hoche la tête, appréciant son engagement. Il ne s'agit pas seulement de la fête d'anniversaire d'un enfant. Il s'agit de redéfinir notre relation avec Vivian Harrington selon nos propres termes. Margaret a appelé ce matin, je lui dis. Elle a subtilement mentionné notre charmante vie à Seattle dans les cercles sociaux du Connecticut, créant un contexte pour le moment où mère devra inévitablement reconnaître notre existence. Adrian lève un sourcil. L'ami de ta mère nous aide toujours? C'est inattendu. Margaret a observé les manipulations de ma mère pendant des décennies. Elle aimait mon père. Je tapote mon stylo contre le bloc-notes. Je pense qu'elle aime faire partie de l'équilibre de la balance. La lumière du soleil qui entre à flot par les fenêtres de notre cuisine projette de longues ombres sur nos plans. Nous avons été méthodiques, minutieux. Chaque aspect de la fête d'anniversaire d'Oliver a été conçu non seulement comme une célébration, mais comme le champ de bataille où nous ferons notre dernier combat. Nous ne planifions pas seulement une fête d'anniversaire, dis-je doucement. Nous redéfinissons notre relation avec ma mère, pour toujours. Adrian tend la main de l'autre côté de la table et serre la mienne. La pression chaude me rassure, me rappelle pourquoi tout cela est important. La vie que nous avons construite ici, cette maison, avec ses planchers qui grincent et ses pièces baignées de soleil, si différente de la perfection stérile de mon enfance, vaut la peine d'être protégée. Mon téléphone vibre. Donna Taylor, la directrice de l'école maternelle d'Oliver. Mon estomac se serre alors que je réponds. Nicole, j'espère que je ne dérange rien, commence-t-elle, sa voix portant ce ton professionnel prudent qui m'alerte immédiatement que quelque chose ne va pas. Je voulais vérifier avec vous les appels de votre mère à l'école. La pièce bascule légèrement. Les appels de ma mère? Oui, Madame Harrington a appelé 3 fois cette semaine pour s'enquérir de l'emploi du temps d'Oliver, de ses professeurs, et même des parents de ses amis. Donna fait une pause. Elle a mentionné qu'elle est sa grand-mère, mais comme elle ne figure pas sur votre liste de contacts autorisés, je voulais vérifier avant de partager toute information. Ma main serre le téléphone si fort que mes articulations blanchissent. Vous ne lui avez rien dit, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Nos politiques de confidentialité sont très strictes. Après avoir remercié Donna et mis fin à l'appel, je lève les yeux pour trouver Adrian qui me regarde, l'inquiétude gravée sur son visage. Vivian a appelé l'école maternelle d'Oliver, je lui dis, la voix creuse, s'enquérant de son emploi du temps, de ses amis, de tout. L'expression d'Adrian se durcit. Elle essaie de nous contourner, d'avoir un accès direct à lui. La prise de conscience me frappe avec une force physique. Il ne s'agit plus seulement de ma relation avec ma mère. Elle tente d'établir une ligne directe avec Oliver, de le manipuler potentiellement comme elle l'a fait avec moi autrefois. Les enjeux viennent de dépasser tout ce que j'avais prévu. Nous devons élargir notre stratégie, dis-je, attrapant déjà mon carnet. Il ne s'agit pas seulement de tenir bon à la fête. Elle fait des recherches sur tous les aspects de nos vies. Adrian hoche la tête d'un air sombre. La confrontons-nous maintenant? La mettons-nous au pied du mur à propos des appels à l'école? J'y réfléchis, pesant la confrontation immédiate par rapport à notre stratégie plus large. Non. Si nous la confrontons maintenant, elle trouvera simplement un autre angle. Nous nous en tenons au plan, mais nous ajoutons des couches de protection autour d'Oliver. Pendant l'heure qui suit, nous révisons notre approche. Nous contactons l'école d'Oliver pour mettre à jour les procédures de sécurité. Nous parlons avec les parents de ses amis les plus proches, expliquant la situation familiale sensible sans en révéler trop. Nous organisons même la présence de Margaret à la fête d'anniversaire comme tampon supplémentaire. Quand nous avons terminé, je me tiens près de la fenêtre de notre cuisine, regardant le petit jardin où se déroulera la fête d'Oliver. La balançoire qu'Adrian a construite l'été dernier. Les plates-bandes où Oliver m'aide à planter des légumes. C'est la vraie vie, pas l'existence mise en scène que j'ai maintenue pour le bénéfice de ma mère. Tout est en place, dit Adrian, venant se tenir à côté de moi. Nous sommes aussi préparés que possible. Le soleil couchant baigne notre jardin d'une lumière dorée. À ce moment-là, un étrange calme s'installe en moi. 6 ans de dissimulation, de maintien de 2 vies séparées, tout menant à ce moment décisif. L'anniversaire d'Oliver ne sera pas seulement une célébration de sa vie,
ce sera une déclaration de l'avenir de notre famille. Ma mère pense qu'elle a recueilli des renseignements, dis-je doucement, mais elle ne comprend pas dans quoi elle s'engage. Cet anniversaire n'est pas seulement pour Oliver, c'est pour notre avenir. Adrian met son bras autour de moi, et nous restons ensemble à regarder la lumière s'estomper de notre jardin. Dans 2 semaines, Vivian Harrington arrivera en s'attendant à étendre son contrôle à la génération suivante. Au lieu de cela, elle trouvera des limites établies depuis 6 ans et une fille enfin prête à les faire respecter. Le jour de l'anniversaire de mon fils, 2 semaines plus tard, j'arrange les ballons colorés dans notre jardin, regardant Oliver courir dans son costume de dinosaure, sa cape flottant derrière lui. Les autres enfants de son école maternelle rient en le poursuivant à travers le parcours d'obstacles qu'Adrian a créé avec des cerceaux et des frites de piscine. Une parfaite fête de 5e anniversaire, simple, joyeuse, authentique. Il a l'air si heureux, dit Adrian, en glissant son bras autour de ma taille. Tu as fait un travail incroyable pour tout. Je me penche contre sa chaleur solide, puisant de la force pour ce qui pourrait arriver. Vivian a confirmé sa venue, elle a dit qu'elle avait prévu quelque chose de spécial. Les mots ont un goût amer sur ma langue. 3 mois depuis que l'appel innocent d'Oliver a brisé ma double vie soigneusement construite, et chaque interaction avec ma mère ressemble encore à la navigation dans un champ de mines. Adrian serre mon épaule. Nous sommes prêts. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. La sonnette retentit précisément à 2 heures. Vivian Harrington n'arrive jamais en retard par élégance, elle considère la ponctualité comme une arme. Je prends une profonde inspiration et traverse notre salon jusqu'à la porte d'entrée, répétant les limites que nous avons établies, pas de commentaires contrôlants sur l'apparence d'Oliver. Pas de critique de notre maison. Pas de référence aux écoles de la côte est. Quand j'ouvre la porte, la vue qui s'offre à moi me coupe le souffle. Vivian se tient sur notre porche dans un tailleur crème, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, mais elle n'est pas seule. À côté d'elle, l'air petit et incertain, se trouvent les parents de mon père, des grands-parents que je n'ai pas vus depuis plus de 15 ans. Nicole, ma chérie, dit Vivian avec une chaleur étudiée. Regarde qui j'ai trouvé. Tes grands-parents étaient absolument désespérés de te voir. Ma gorge se serre. Ce coup calculé révèle le véritable génie stratégique de ma mère. Elle ne pouvait pas me contrôler par l'argent après que j'ai découvert les termes de la fiducie. Elle ne pouvait pas intimider Adrian. Alors elle a déployé l'option nucléaire, la manipulation émotionnelle par le biais d'une famille que je ne peux pas facilement rejeter. Grand-mère Éléanore. Grand-père Joseph, je parviens à dire. Ma voix tremblante. C'est inattendu. Ma grand-mère, petite avec de douces boucles blanches, s'avance les larmes aux yeux. Nicole, tu ressembles tellement à Richard. Ses doigts, tachetés par l'âge, se tendent vers mon visage. Nous avons manqué tellement de choses dans ta vie. Derrière eux, Vivian sourit avec une satisfaction précise. Ses yeux balaient au-delà de moi notre modeste salon avec ses meubles confortables et ses photos de famille. Je peux presque l'entendre cataloguer chaque objet pour une critique future. Entrez, s'il vous plaît, dis-je en reculant. La fête est dans le jardin. Mon mari, Adrian, est là-bas avec notre fils, Oliver. Tes grands-parents ont déjà manqué tellement de choses dans ta vie, dit Vivian, sa voix suffisamment forte pour être entendue, et maintenant découvrir qu'ils ont un arrière-petit-fils qu'ils n'ont jamais connu. Plusieurs parents de l'école maternelle d'Oliver se tournent pour regarder notre entrée. Je vois de la curiosité et de la confusion sur leurs visages. Mes mondes soigneusement séparés se heurtent maintenant de la manière la plus publique possible. Mon grand-père, grand malgré ses 80 ans, regarde autour de lui avec un véritable émerveillement. Ça me rappelle notre première maison, Éléanore. Tu te souviens? La maison de style craftsman à Hartford. Quelque chose dans son plaisir sincère à voir notre maison me brûle les yeux de larmes inattendues. Ce sont les parents de mon père. Des gens qu'il aimait. Qui aurait pu m'aimer si on leur en avait donné l'occasion? Je repère Adrian de l'autre côté du jardin, immédiatement alerte à la tension de ma posture. Il s'excuse auprès du groupe de pères et se dirige vers nous, s'arrêtant pour prendre Oliver, qui a abandonné ses amis dinosaures à la vue des nouveaux arrivants. Qui sont-ils? Chuchote Oliver, ses petits doigts agrippant la chemise d'Adrian. C'est ton arrière-grand-mère et ton arrière-grand-père, explique doucement Adrian. Ton grand-père Richard était leur fils. Les yeux d'Oliver s'écarquillent avec la pensée magique de l'enfance. Des photos? Ceux qui vivent au ciel avec les étoiles?
Le visage buriné de mon grand-père se contracte, et je vois soudain mon père dans ses traits. Oui, mon cœur, dis-je. Ce sont les parents de grand-père Richard. Ils ont fait un long chemin pour te rencontrer. Adrian tend la main. Je suis Adrian Cole, le mari de Nicole. C'est un plaisir de vous rencontrer tous les deux. Ma grand-mère serre sa main entre les siennes. Vous avez une belle famille. Nous n'en avions aucune idée. Vivian intervient en douceur. J'ai pensé que l'anniversaire d'Oliver serait l'occasion parfaite pour une réunion de famille. Après tout, les liens familiaux sont si importants pour le sens de l'identité d'un enfant. Ces mots dégoulinent d'une sollicitude raisonnable, mais je reconnais la stratégie calculée. En amenant mes grands-parents, elle a créé une situation où je ne peux pas m'opposer sans paraître cruel. Les autres parents regardent avec intérêt. Pour eux, cela ressemble à une réconciliation familiale touchante, et non au match d'échecs psychologiques que c'est vraiment. « Maman !» crie Oliver, courant vers nous avec une couronne en papier de travers sur la tête. Je peux montrer à arrière-grand-mère et arrière-grand-père ma collection de dinosaures? Avant que je puisse répondre, le rire distinctif de Margaret Wheeler traverse le jardin. Je me tourne pour voir la plus vieille amie de ma mère se diriger vers nous, élégante dans un tailleur pantalon lavande qui complète ses cheveux argentés. « Vivian, tu ne m'as pas dit que tu amenais Eleanor et Joseph, s'exclame Margaret. Quelle merveilleuse surprise pour tout le monde. Le sourire parfait de Vivian vacille une fraction de seconde. Margaret, je ne t'attendais pas. Nicole a eu la gentillesse de m'inviter, dit Margaret en me faisant un clin d'œil. Quand elle a mentionné l'anniversaire d'Oliver, je n'ai pas pu résister à la chance de voir sa charmante famille. Je ressens une vague de gratitude pour cet allié inattendu. La présence de Margaret dilue le contrôle de Vivian sur le récit, fournissant un témoin qui connaît toute l'histoire de notre relation compliquée. Oliver, dis-je en m'agenouillant au niveau de mon fils. Pourquoi ne montres-tu pas à tes arrière-grands-parents tes dessins sur le réfrigérateur? La famille de dinosaures que tu as dessinée la semaine dernière serait parfaite. Oliver hoche la tête solennellement et prend la main de ma grand-mère sans hésitation. J'ai fait toute une famille de dinosaures. Le bébé, c'est moi. Je regarde mes grands-parents suivre leur arrière-petit-fils dans la maison. Leurs visages sont doux d'émerveillement. Un instant, je vois ce qui aurait pu être si j'avais eu le courage de tenir bon il y a des années au lieu de me cacher. Adrian me touche doucement le coude. Je vais m'occuper du gâteau et des activités. Tu gères. La fête continue autour de nous, les enfants rient, les parents bavardent, les ballons flottent dans la douce brise. Mais sous la célébration, des courants de tension tourbillonnent. Je sens Vivian observer mes interactions avec mes grands-parents, évaluant si sa stratégie fonctionne. Quand Oliver revient avec mes grands-parents 30 minutes plus tard, il porte fièrement à son poignet une montre vintage qui pend de manière comique. Grand-père Joseph m'a donné sa montre spéciale, annonce-t-il. Elle appartenait à grand-père Richard quand il était petit. Mon grand-père hoche la tête, les yeux embués. Je la gardais depuis toutes ces années. Elle devrait revenir au petit-fils de Richard. L'expression de Vivian se crispe presque imperceptiblement. Ce lien authentique menace son récit de contrôle familial. Alors que l'après-midi glisse vers le soir, Adrian apporte le gâteau d'anniversaire, une création de dinosaure faite maison qui nous a pris 3 essais à perfectionner. Les enfants se rassemblent, les visages rayonnants d'anticipation. Oliver est assis en bout de table, la couronne penchée, les yeux grands ouverts de joie. Le moment de vérité est arrivé. Ce qui va se passer ensuite déterminera non seulement cette fête d'anniversaire, mais aussi l'avenir de nos relations familiales. Mon cœur bat contre mes côtes alors que je fais un pas en avant pour faire face à ma mère, l'avenir d'Oliver suspendu dans la balance entre nous. Adrian croise mon regard de l'autre côté du jardin et fait un signe de tête presque imperceptible. Tout est en place. Les semaines de préparation, le positionnement minutieux, les alliances stratégiques, tout converge vers ce moment. C'est l'heure des cadeaux, crie Adrian, et les enfants se précipitent vers la table de pique-nique comme un troupeau de petits dinosaures. Oliver est assis en bout de table, la couronne de travers sur ses boucles sombres, les yeux grands ouverts d'anticipation. Les parents se rassemblent autour, les téléphones prêts à capturer chaque réaction ravie. Mes grands-parents se rapprochent doucement, leur visage doux d'émotion. Vivian se lève et lisse son pantalon en lin. Peut-être qu'Oliver pourrait ouvrir mon cadeau en premier. Sa voix porte à travers le jardin, commandant l'attention sans sembler l'exiger.
une compétence qu'elle a perfectionnée au cours de décennies de galas de charité et de réunions de conseil d'administration. Adriane me regarde, et je hoche la tête. Mieux vaut affronter ce qu'elle a prévu de front. Le paquet que Vivian tend à Oliver est petit, enveloppé dans un papier crème épais avec un ruban doré. Pas un cadeau d'enfant. Oliver le déchire avec l'enthousiasme typique d'un enfant de 5 ans, révélant une simple enveloppe et une petite boîte en velours. « Qu'est-ce que c'est, mamie ?» Il secoue la boîte avec curiosité. « C'est ton avenir, mon chéri. » Vivian se tourne pour s'adresser à l'assemblée. « J'ai créé une fiducie éducative pour Oliver. Elle couvrira ses frais de scolarité à la Whitfield Academy, mon alma mater, et éventuellement à Yale, tout comme son grand-père et sa mère étaient censés y aller. » Le silence qui suit est électrique. Je regarde les autres parents se sentir mal à l'aise, sentant les courants sous-jacents mais ne les comprenant pas. Ouvre la boîte, mon cœur, encourage Vivian Oliver. Il le fait, révélant une petite clé en or sur un ruban bleu. Une clé. Elle représente ton avenir, explique Vivian, son sourire rayonnant de satisfaction. La meilleure éducation de la côte est, des relations qui te serviront tout au long de ta vie, des opportunités que ta situation actuelle pourrait ne pas t'offrir. Le moment est tendu comme une corde de piano. Chaque conversation que nous avons eue, chaque limite que j'ai essayé d'établir, chaque préparation des dernières semaines, tout est comprimé dans ce coup public calculé. Elle tente de reprendre le contrôle de notre récit familial devant des témoins, me rendant impossible de refuser sans paraître ingrate. Adriane se met à mes côtés, une présence solide. Margaret se positionne près de mes grands-parents, prête pour son rôle. Le positionnement stratégique que nous avions prévu se met naturellement en place. Je prends une profonde inspiration et fais un pas en avant, me sentant étrangement calme. Maman, je commence, ma voix stable et portant à travers le jardin, c'est une offre incroyablement généreuse. Je pose ma main sur l'épaule d'Oliver, sentant son petit corps vibrer d'excitation d'anniversaire, ignorant béatement la lutte de pouvoir qui se déroule autour de lui. Et nous apprécions la pensée qui la motive. Le sourire de Vivian s'élargit légèrement, la victoire brillant dans ses yeux. Mais nous devons refuser. Le sourire vacille. L'avenir d'Oliver est à planifier par ses parents. Nous apprécions votre intérêt, mais nous avons déjà créé son fonds pour l'université. Je croise le regard des autres parents, y voyant de la compréhension et du soutien. Oliver ira dans des écoles où sa créativité et son individualité sont valorisées, que ce soit Yale ou un endroit complètement différent. La posture de Vivian se raidit. Nicole, ce n'est pas le moment de. En fait, c'est le moment parfait. Je tends la main sous la table des cadeaux et retire un long paquet soigneusement emballé. J'ai quelque chose pour toi, maman. La surprise vacille sur son visage, une émotion sincère perçant à travers son extérieur composé. En 20 ans, je ne l'ai jamais vue vraiment surprise. Pour moi? Balbutie-t-elle légèrement. Mais c'est l'anniversaire d'Oliver. Parfois, nous avons tous besoin de cadeaux. Je lui tends le paquet. S'il te plaît, ouvre-le. Vivian déballe le paquet avec des mouvements précis, révélant le télescope en laiton antique de mon père. Ses mains se figent sur le métal poli, un tremblement parcourant ses doigts. Le télescope de Richard, murmure-t-elle. Papa a toujours dit que cela l'aidait à voir au-delà de son environnement immédiat, dis-je, assez fort pour que tout le monde entende. Peut-être que cela peut t'aider aussi. Des murmures parcourent l'assemblée. Les autres parents sentent l'importance même sans la comprendre. Mes grands-parents se penchent en avant, la reconnaissance adoucissant leurs traits. Il y a plus. Je continue, prenant un journal relié en cuir de Margaret, qui le passe avec un timing parfait. Les journaux de papa. Je les ai gardés toutes ces années, mais je pense qu'il est temps que tu les aies. Les mains de Vivian tremblent visiblement maintenant alors qu'elle accepte le journal. Sa façade soigneusement construite commence à se fissurer, les émotions transparaissant comme des aquarelles sur du papier mouillé. Richard a écrit sur ses espoirs pour moi. Pas le prestige de mon éducation ou l'importance de mon adresse, mais l'authenticité de mon bonheur. Je la regarde droit dans les yeux. Il voulait que je construise une vie qui comptait pour moi, pas pour la société du Connecticut. Ma grand-mère se lève lentement de son siège, se déplaçant pour se tenir à côté de Vivian. Elle pose une main burinée sur le télescope. Richard chérissait cela. Il restait assis pendant des heures sur la véranda, montrant à Nicole les constellations. Mon grand-père les rejoint, sa voix vacillant avec l'âge et l'émotion.
Notre fils ne s'est jamais soucié des pages mondaines ou des postes au conseil d'administration. Il se souciait de voir les choses clairement. Le changement de pouvoir se propage dans notre assemblée. Les autres parents regardent avec un silence respectueux. Adrian se tient grand à mes côtés, une satisfaction tranquille dans les yeux. Le subtil signe de tête de Margaret confirme ce que je ressens déjà, la dynamique entre ma mère et moi a changé de façon permanente. Vivian serre le télescope, ses jointures blanches contre le laiton. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vois une émotion sincère traverser son visage, pas les démonstrations calculées dont j'ai été témoin en grandissant, mais quelque chose de brut et de non gardé. Nicole. Sa voix contient une question qu'elle n'arrive pas tout à fait à formuler. Avant que je puisse répondre, Oliver saute de sa chaise. On peut avoir du gâteau maintenant? Je veux que mamie Vivian ait la première part. La simple gentillesse de son offre, complètement sincère et non calculée, brise quelque chose dans l'assemblée. Des rires parcourent les parents. Adrian serre mon épaule. Bien sûr, je lui dis. Mamie Vivian devrait absolument avoir la première part. Adrian apporte le gâteau en forme de dinosaure comme prévu, mais son apparition ressemble maintenant à une célébration de quelque chose de plus que l'anniversaire d'Oliver. Les bougies jettent une lueur chaleureuse sur le visage de Vivian alors qu'elle se tient là, tenant le télescope de mon père, ses murs soigneusement construits s'effondrant visiblement. Margaret s'approche, sa voix suffisamment basse pour que seule Vivian l'entende, bien que je sois assez proche pour entendre. Richard serait si fier de la femme qu'elle est devenue, Vivian. Peut-être qu'il est temps d'être fier aussi. Vivian ne répond pas, mais quand Oliver tire sur sa main, elle se laisse conduire à la place d'honneur à table. Le télescope repose sur ses genoux alors qu'Oliver s'appuie contre elle, pointant du doigt les caractéristiques du dinosaure sur son gâteau avec des doigts collants. Je croise le regard d'Adrian de l'autre côté de la table. 6 ans de dissimulation, de maintien de vie séparée, de peur de cette confrontation, tout cela transformé en un seul après-midi. Les limites que j'ai établies tiennent bon, mais ce ne sont plus des murs. Ce sont des fondations pour la relation qui pourrait naître de ce moment. Ma mère lève les yeux, croisant mon regard par-dessus la tête d'Oliver. Le télescope dans ses mains brille au soleil de l'après-midi. Pour la première fois depuis la mort de mon père, nous nous voyons clairement, non pas comme nous souhaiterions que l'autre soit, mais comme nous sommes. Joyeux anniversaire, mon chéri, dit-elle à Oliver, mais ses yeux restent sur moi. Il y a une question là, peut-être une offre, non pas de contrôle, mais de connexion. Je hoche légèrement la tête, acceptant le nouveau départ que ce moment pourrait contenir, sachant que désormais, nous avancerons dans la vérité. Je caresse le bord usé du télescope de mon père, maintenant bien en vue sur l'étagère de notre salon. 3 mois se sont écoulés depuis la fête d'anniversaire d'Oliver, et l'instrument en laiton brille sous la lumière du soleil de l'après-midi qui entre à flot par nos baies vitrées. Plus de dissimulation, plus de l'heure soigneusement arrangée, juste la vie authentique que nous avons construite ensemble. Mon téléphone vibre sur la table basse. L'écran affiche « Mère appelle ». Autrefois, cela m'aurait plongé dans une spirale d'anxiété, m'aurait fait me précipiter vers mon faux appartement pour maintenir l'illusion. Maintenant, je souris simplement et réponds. « Bonjour, maman. » Nicole, je pensais aux arrangements pour Thanksgiving. La voix de Vivian a son efficacité habituelle, mais le ton tranchant s'est adouci. Les Wheeler ont suggéré que nous nous réunissions tous à leur maison du lac, mais j'ai pensé que peut-être. Elle fait une pause, son hésitation encore inhabituelle. Peut-être que nous pourrions faire quelque chose chez toi cette année. Je croise le regard d'Adrian de l'autre côté de la pièce où il est d'Oliver avec un puzzle de dinosaures. Il lève un sourcil, et je hoche la tête. Nous serions ravis d'organiser Thanksgiving, dis-je, les mots coulant facilement. Oliver parle de te montrer sa nouvelle cabane dans les arbres. Merveilleux. J'apporterai la crème anglaise à l'érable de Richard. Une autre pause. Ton père a toujours insisté pour dire que ce n'était pas Thanksgiving sans elle. Après avoir raccroché, Adrian me rejoint sur le canapé, ses bras glissant autour de mes épaules. Eh bien, c'est un progrès. Je m'appuie contre lui, regardant Oliver arranger des dinosaures en plastique en groupes familiaux complexes. Tu te souviens de notre premier Thanksgiving ensemble? Nous avons mangé des plats surgelés parce que je t'ai dit que je devais travailler, alors qu'en réalité j'étais dans la propriété de ma mère dans le Connecticut, prétendant avoir un voyage d'affaires le lendemain. Et maintenant, nous recevons toute la famille, Adrian m'embrasse sur la tempe, y compris la redoutable Vivian Harrington. Je ris,
un son qui vient facilement maintenant dans les conversations sur ma mère. Avec des limites claires et pas de pièces cachées, le mois dernier, j'ai finalement vendu l'appartement de façade. L'agent immobilier était perplexe face au mobilier générique de qualité d'exposition, mais il s'est vendu rapidement. Ce dernier morceau de ma vie divisée, disparu. Les bénéfices sont allés directement dans le fonds universitaire d'Oliver, une symétrie satisfaisante. Mademoiselle Jeffrey m'a arrêté à la sortie de l'école hier, dit Adriane en regardant Oliver. Elle a mentionné à quel point Oliver parle de mamie Vivian maintenant. Apparemment, il raconte à tout le monde sa collection de télescopes. Collection de télescopes? Je souris. Elle n'a qu'un seul télescope, et c'était celui de mon père. Oliver a un don pour l'embellissement. Il doit tenir ça de ton côté de la famille. Je lui donne une tape amicale sur le bras, mais il y a une part de vérité dans sa taquinerie. Les Harrington ont toujours excellé dans l'art de créer des récits. La différence maintenant, c'est que nos histoires célèbrent la réalité plutôt que de la cacher. Au travail, je me suis retrouvé à encadrer Bethany, une jeune coordinatrice du développement dont la mère surveille ses comptes bancaires et remet en question chaque achat. La semaine dernière, autour d'un café dans la salle de pause, j'ai partagé mon parcours, de la dissimulation à la prise de position ferme. Le plus difficile n'a pas été d'affronter ma mère, lui ai-je dit. C'était d'admettre à moi-même que j'avais le droit de construire ma propre vie sans excuse. Bethany avait regardé fixement sa tasse. Mais s'il te coupe les ponts? Alors tu construis un système de soutien de personnes qui t'aiment tel que tu es, pas tel qu'ils veulent que tu sois. La sagesse semblait méritée, solide dans ma poitrine. La vraie famille accepte qui nous sommes, pas qui ils veulent que nous soyons. Ma promotion au poste de directrice du marketing a été confirmée la semaine dernière. Avant, je l'aurais caché à Vivian, craignant qu'elle n'utilise mon succès pour me ramener dans le Connecticut. Au lieu de cela, je l'ai appelé pour le lui dire directement. Le poste de directrice? Bien joué, Nicole. Son approbation compte toujours, je réalise. Mais elle ne me contrôle plus. Des mois plus tard, à Thanksgiving, la sonnette retentit, me tirant de mes pensées. Oliver court à la fenêtre. Mamie est là. Et elle est en avance, crie-t-il, sautillant sur la pointe des pieds d'une manière qui me rappelle puissamment Richard. Mon père aurait adoré ce petit-fils énergique qu'il n'a jamais connu. Adriane me serre la main avant d'aller ouvrir la porte. Pas de course pour cacher les photos de famille. Pas de SMS frénétique pour s'avertir mutuellement. Juste la certitude confortable de vivre dans la vérité. Vivian entre, portant un paquet rectangulaire enveloppé dans du papier argenté. Ses yeux embrassent le salon, les photos de notre mariage bien en vue, les dessins d'Oliver couvrant le réfrigérateur, le télescope captant la lumière. Tu es en avance, dis-je en m'approchant pour prendre son manteau. J'ai pensé que je pourrais aider aux préparatifs du dîner. Elle me tend le paquet. Mais d'abord, ceci est arrivé du conseil de la fondation. Je le déballe pour trouver un certificat encadré, la bourse commémorative Richard Harrington, créée par Vivian et Nicole Harrington. Le texte décrit un soutien annuel pour les jeunes qui construisent des vies indépendantes, en particulier ceux qui font face à la pression familiale pour suivre des chemins prédéterminés. Ton père aurait approuvé cela au moins, dit Vivian, sa voix portant ce mélange familier de certitude et de vulnérabilité, bien qu'il aurait peut-être chipoté sur le nom. C'est parfait, je lui dis, sincèrement. Nous l'accrocherons juste à côté de son télescope. Oliver se précipite, enlaçant les jambes de Vivian. Mamie, tu veux voir mon village de dinosaures? Le T-Rex est le papa et le Tricératops est la maman et le bébé stégosaure est adopté, mais il l'aime quand même. Vivian se penche légèrement, toujours élégante dans son pull en cachemire et ses perles. J'adorerais voir tes dinosaures, Oliver. Alors qu'il se dirige vers l'aire de jeu, Adriane glisse son bras autour de ma taille. Nerveuse pour le dîner? Plus maintenant. Je place le certificat de bourse sur la cheminée. La dernière fois qu'elle m'a rendu une visite surprise, j'ai fait tomber un vase et j'ai presque eu une crise de panique. Maintenant, je suis simplement heureuse qu'Oliver ait sa grand-mère dans sa vie, la vraie, pas une version aseptisée que j'ai créée. À travers la fenêtre, je vois la famille Sullivan d'en face monter notre allée avec une tarte en équilibre dans les mains prudentes de leur fils. J'ai invité 3 familles du quartier à se joindre à notre célébration de Thanksgiving, quelque chose d'inimaginable dans ma vie antérieure de relations compartimentées. Se cacher ne protège pas ce qui compte, dis-je en me tournant pour accueillir nos voisins.
Se tenir dans sa vérité, si. Adrian m'embrasse rapidement avant d'ouvrir la porte. Ton père serait fier. Avec la bourse portant le nom de Richard, son télescope guidant notre vision, et son petit-fils construisant des familles de dinosaures qui accueillent les différences, je sais qu'Adrian a raison. L'héritage Harrington ne concerne pas la société du Connecticut ou les apparences soigneusement entretenues, il s'agit d'avoir le courage de vivre authentiquement, même lorsque c'est le chemin le plus difficile à emprunter. Et alors que j'accueille nos voisins dans notre vraie maison, avec ma mère montrant à Oliver comment positionner les dinosaures pour un effet dramatique optimal, je sens les derniers fragments de ma vie cachée se dissoudre enfin, remplacés par quelque chose de bien plus précieux, un avenir sans secret.